tout début du mois d'octobre de l'année 2025, la communauté scientifique a été ébranlée par une annonce retentissante émanant d'une équipe internationale de chercheurs qui s'est appuyée sur les observations du télescope spatial James Webb pour détecter la présence de phosphine, c'est-à-dire une molécule constituée d'un atome de phosphore associé à 3 atomes d'hydrogène, formant ainsi la formule chimique pH suivie du chiffre 3. Cette molécule, généralement appelée phosphine, se fait habituellement remarquer dans les atmosphères de planètes géantes comme Jupiter ou Saturne, où les conditions très réductrices favorisent sa stabilité. Or, depuis la mise en service du télescope spatial James Webb, que les astronomes résument souvent sous son acronyme anglais JWST, un grand nombre de naines brunes et d'exoplanètes ont été passés au crible pour traquer ce type de composé chimique. Jusqu'à présent, ces recherches étaient souvent restées infructueuses ou montraient des signatures jugées trop faibles pour être considérées comme réellement fiables. C'est ce qui rend la découverte début octobre 2025 si spectaculaire. Pour la première fois, les signatures de la phosphine dans l'atmosphère d'un objet sous-stellaire plutôt froid sont sans ambiguïté. Les chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, du McDonald Observatory, du Trinity College Dublin et de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud ont relayé leurs résultats dans plusieurs communiqués qui ont aussitôt été repris par les médias spécialisés, entraînant un écho important dans la presse scientifique internationale. Peu après, vers les 9 et 10 novembre de la même année, la synthèse publiée sur le site d'actualité Science Daily est venue confirmer l'ampleur que prenait cet événement. Tous ces relais médiatiques insistent sur le caractère tout à fait singulier de cette détection. Non seulement c'est la première fois que la phosphine est officiellement repérée et confirmée sur un objet sous-stellaire froid, mais en plus, cette molécule semble se présenter en quantité non négligeable, comme si elle n'était pas détruite par des processus chimiques ou physiques qui, dans d'autres naines brunes ou exoplanètes, empêchent généralement son accumulation. Pour comprendre en quoi cette avancée est si marquante, il faut d'abord saisir ce qu'est précisément la phosphine et quelles sont les raisons qui poussent la communauté scientifique à la rechercher dans les atmosphères d'objets géants ou de naines brunes. Sur notre planète, la phosphine est le plus souvent associée à des processus biologiques, par exemple la décomposition de matière organique ou des réactions menées par certains micro-organismes dans des conditions anaérobies. Cela avait suscité dans le passé quelques débats houleux lorsque les chercheurs avaient émis l'hypothèse d'une détection de phosphine dans l'atmosphère de la planète Vénus. À l'époque, beaucoup de spéculations portaient sur une éventuelle signature de vie. Toutefois, dans le cas de Wolf 1130C, la naine brune qui vient de faire l'objet de toutes les attentions, il n'est aucunement question de biosignature. Au contraire, l'environnement y est considéré comme particulièrement hostile à la vie et l'eau liquide y est absente. Les températures, bien que relativement basses par rapport à une étoile classique, dépassent tout de même plusieurs centaines de degrés Celsius. Et la composition chimique de l'atmosphère n'a rien de semblable à ce que l'on observe sur Terre. En conséquence, les scientifiques expliquent que la détection de la phosphine doit être perçue ici comme un phénomène de chimie hors équilibre qui apporte un éclairage fascinant sur les mécanismes de formation et de maintien des molécules dans des environnements extrêmes et pauvres en métaux. Le public doit donc garder à l'esprit que la phosphine n'est pas synonyme de présence vivante dans ce cas précis. Les organismes de vulgarisation insistent souvent sur ce point en martelant un message simple. Phosphine ne vaut pas preuve de vie dans l'atmosphère des objets lointains. L'astre au centre de l'attention, Wolf 1130C, est un compagnon d'un système triple situé à approximativement 54 années-lumière de notre système solaire. Lorsque les astronomes évoquent un système triple, ils désignent en fait 3 objets stellaires ou sous-stellaires liés gravitationnellement. Ici, on trouve tout d'abord une binaire formée d'une sous-naine rouge de type M3 et d'une naine blanche, 2 composantes qualifiées globalement de Wolf 1130A et Wolf 1130B, auxquelles s'ajoute un compagnon plus lointain, Wolf 1130C. Ce dernier, classé comme une sous-naine brune de type T, est considéré comme très froid pour une naine brune, même si ses températures superficielles peuvent encore se chiffrer à quelques centaines de degrés Celsius. Dans cette famille d'objets astronomiques, on n'atteint pas la fusion de l'hydrogène comme le font les étoiles classiques, mais on a affaire à des corps au-dessus de la limite des planètes géantes. La binaire centrale, elle, possède des caractéristiques remarquables. La sous-naine rouge de type M3, souvent nommée SDM3 en abrégé, est un astre dont la faible luminosité et la faible métallicité
témoigne d'une longévité particulière. La naine blanche qui lui est associée est le reliquat quasi éteint d'une ancienne étoile, désormais dépourvue de réactions nucléaires actives. L'ensemble forme un laboratoire astronomique étonnamment riche pour étudier des phénomènes physiques et chimiques hors normes. Les estimations basées sur l'étude des abondances d'éléments par spectroscopie et sur la modélisation de ce système suggèrent en effet que Wolf 1130 est extrêmement ancien, peut-être âgé de plus de 10 milliards d'années, et qu'il est très pauvre en métaux. Dans le vocabulaire des astrophysiciens, on qualifie de métal tout élément plus lourd que l'hélium, ce qui fait que les étoiles ou objets avec une faible teneur en ces éléments sont appelés pauvres en métaux. Cette caractéristique donne à Wolf 1130C un profil chimique très atypique, qui pourrait expliquer la persistance de la phosphine dans son atmosphère. Lorsque la teneur en métaux est basse, l'opacité atmosphérique est différente de celle que l'on rencontre dans des objets plus riches en composés lourds, ce qui permet parfois à certaines molécules de survivre dans des couches plus profondes ou de remonter sans être détruites. Selon l'article publié par l'équipe de recherche à l'origine de cette découverte, plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer pourquoi Wolf 1130C présente une telle abondance de phosphine, alors que d'autres naines brunes, pourtant observées dans des gammes de températures similaires, demeurent dépourvues d'un tel signal. L'une des idées majeures renvoie à un possible enrichissement en phosphore que la naine blanche du système aurait pu libérer à la suite d'événements de type nova il y a plusieurs centaines de millions ou quelques milliards d'années. Lorsqu'une naine blanche attire la matière d'un compagnon et atteint certaines conditions de pression et de température, elle peut engendrer des explosions thermonucléaires à sa surface. Ces phénomènes de nova, bien que moins violents qu'une explosion de supernova, peuvent rejeter dans l'environnement proche des éléments synthétisés lors des réactions de fusion, dont une fraction notable de phosphore. Avec le temps, ces éléments auraient pu se disséminer et être incorporés dans l'atmosphère de la sous-naine brune, favorisant l'émergence de molécules comme la phosphine. Mais rien n'est encore totalement certain, et les auteurs de l'étude soulignent qu'il s'agit là d'un scénario parmi d'autres, qui nécessitera des analyses complémentaires pour être validé. Un autre facteur déterminant réside dans la faible abondance en dioxyde de carbone recensée dans l'atmosphère de Wolf 1130C. Les premières mesures spectrales laissent penser que le taux de dioxyde de carbone, molécule formée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène, est particulièrement bas, ce qui représente une différence notable par rapport à des naines brunes de même place de température. Lorsque la teneur en dioxyde de carbone baisse, certaines raies d'absorption qui auraient pu masquer la signature de la phosphine s'en trouvent fortement atténuées. Par un effet de fenêtre spectrale, la phosphine peut alors être détectée plus aisément. Les chercheurs expliquent aussi que les mécanismes de destruction de la phosphine sont moins efficaces dans un environnement où les réactions d'oxydation, souvent associées au dioxyde de carbone ou à d'autres molécules oxygénées, jouent un rôle plus faible. Cela pourrait expliquer pourquoi les spectres infrarouges recueillis par le télescope spatial James Webb révèlent si clairement la présence de raies de phosphine, alors que dans d'autres objets étudiés, l'on peine à discerner le moindre indice de cette molécule. Certaines modélisations de la structure thermique de Wolf 1130C ont d'ailleurs été entreprises, en essayant d'évaluer la manière dont la température varie en fonction de la profondeur dans l'atmosphère de la naine brune. Les résultats préliminaires indiquent que la phosphine pourrait être produite à des couches de pression plus élevées, avant d'être transportée vers l'extérieur par des mouvements convectifs ou par des circulations verticales, suffisamment rapidement pour qu'elle ne subisse pas de réaction chimique la détruisant. Ces différents constats contrastent avec les observations d'une large partie des naines brunes répertoriées jusqu'ici. Dans la vaste base de données collectée depuis les premières campagnes de JWST, nombre d'objets sous-stellaires semblent dépourvus de phosphine détectable, malgré une sensibilité instrumentale de plus en plus grande. Ce qui rend l'exemple de Wolf 1130C si singulier, c'est qu'il défie une sorte de consensus qui voulait que la phosphine ne soit stable et observée que dans des planètes géantes, comme Jupiter ou Saturne, ou alors, lorsqu'on en repérait de rares traces, qu'il s'agissait de signatures éventuellement mal attribuées ou trop ténues pour rendre un verdict solide. Ici, la preuve est nette, avec des raies spectrales bien alignées sur les longueurs d'onde caractéristiques de la phosphine, et des modèles atmosphériques qui parviennent à reproduire le spectre en tenant compte d'une quantité significative de cette molécule.
Les auteurs de l'article mentionnent qu'aucune autre espèce moléculaire ne paraît offrir un ajustement crédible pour correspondre aux signaux récoltés. Dans le contexte plus large de la chimie astrophysique, cette mise en avant de la phosphine sur une naine brune aussi froide passionne les spécialistes, car elle dévoile de nouvelles perspectives concernant la manière dont les éléments se combinent dans des environnements extrêmes. Savoir qu'une phosphine en quantité non négligeable peut exister sur un objet à faible métallicité et très ancien va probablement conduire l'ensemble de la communauté à examiner des naines brunes analogues, historiquement peu étudiées, pour vérifier si ce cas n'est pas en réalité plus fréquent qu'on ne le pensait. Wolfson 30C sera, sans conteste, l'un des bancs d'essai privilégiés pour l'observation de sources substellaires hors du commun. Les astronomes projettent déjà de solliciter à nouveau le télescope spatial James Webb afin d'obtenir des données supplémentaires à d'autres époques de l'année, dans le but de voir si la concentration de phosphine fluctue avec le temps, comme cela arrive sur Jupiter, où la dynamique atmosphérique fait varier la composition gazeuse selon les saisons et les circulations internes. Cette recherche de variation temporelle, associée à la volonté de détecter d'autres composés contenant du phosphore, on mentionne parfois parmi les cibles le diphosphure d'hydrogène, P2H4, ou encore le monophosphacarbure d'hydrogène, HCP, pourrait fournir de nouveaux indices pour préciser les chaînes réactionnelles encore méconnues qui régissent la chimie des naines brunes. Dans tous les cas, l'étude de la phosphine chez Wolfson 30C est l'occasion de progresser dans la compréhension générale des atmosphères de naines brunes, en proposant un exemple concret de chimie hors équilibre. Les chercheurs insistent sur le rôle potentiel d'un brassage vigoureux, capable de porter des gaz enfouis vers la haute atmosphère plus rapidement qu'ils ne peuvent être détruits. Cette mécanique préviendrait l'oxydation ou la décomposition de la phosphine, laquelle demeure alors détectable. D'un point de vue théorique, les profils de température et de pression constituent des ingrédients cruciaux pour les modèles radiatifs qui doivent simuler l'absorption ou l'émission de chaque composant à différentes altitudes. Lorsqu'une molécule comme la phosphine est prédite pour être rare ou absente, mais qu'on la voit bel et bien, cela suggère que ces modèles ne prennent pas en compte certains mécanismes importants, par exemple la structure verticale de la circulation interne ou la distribution des aérosols. Afin de résoudre ces questions, il est logique que les astronomes comparent la chimie de Wolf 103C à celle d'autres naines brunes possédant une faible métallicité, pour vérifier si la phosphine y est également détectable. Si l'on découvre qu'un groupe plus large de naines brunes anciennes montre des raies similaires, une tendance générale pourrait se dégager, indiquant que la chimie réduite est plus courante qu'on ne le pensait dans ce type de population stellaire. Dans le cas contraire, si Wolf 103C demeure seul à présenter une telle signature, l'idée d'un enrichissement en phosphore via la naine blanche voisine prendrait encore plus de poids, car ce serait un facteur de différenciation unique. Par ailleurs, Wolf 103C étant réputé très âgé, de l'ordre de plusieurs milliards d'années, son histoire mouvementée pourrait avoir consolidé un équilibre chimique particulier qu'une naine brune plus jeune ne pourrait pas imiter. Les observations à venir s'accompagneront donc de nouvelles mesures de laboratoire pour réduire les incertitudes sur les opacités moléculaires et évaluer toutes les possibilités d'erreurs d'interprétation. Comme le rappellent les spécialistes, le premier réflexe est de tenter de reproduire ces raies dans un modèle qui incorpore fidèlement la température, la pression, l'albédo éventuel des nuages et la distribution verticale des composés. Si la phosphine demeure la meilleure candidate pour expliquer le spectre et qu'aucune confusion avec un autre gaz ne paraît plausible, on pourra déclarer la détection robuste. Dans le cas contraire, l'identification précoce pourrait être partielle ou revoir à la baisse la quantité de phosphine. Pourtant, à l'heure actuelle, l'orientation dominante reste celle d'une détection fiable, car le signal demeure de bonne qualité et la cohérence entre plusieurs gammes de longueur d'onde suggère qu'on n'a pas affaire à une simple anomalie ponctuelle. L'ensemble de ces efforts souligne à quel point la découverte de la phosphine chez Wolf 103C a des répercussions au-delà du seul cas d'un objet atypique. On sait que la quête de molécules exotiques dans l'atmosphère des naines brunes est en plein essor, car ces corps représentent un chaînon intermédiaire entre les planètes géantes et les étoiles les moins lumineuses. En exploitant des technologies de plus en plus performantes, comme celles mises en œuvre par le télescope James Webb, on espère détecter d'autres signatures qui feront progresser la compréhension de la formation et de l'évolution chimique des objets sous-stellaires.
Par exemple, la présence avérée de phosphine pourrait constituer un indice précieux sur la façon dont certains de ces astres conservent des composés réduits, même dans des environnements pourtant riches en rayonnement. De plus, des études de ce type alimentent la réflexion quant aux conditions initiales de formation. Si un système stellaire ancien, pauvre en métaux et comprenant une naine blanche en fin de vie, fournit du phosphore à un compagnon sous-stellaire, cela montre que le recyclage des éléments peut jouer un rôle majeur dans la chimie de ces mondes singuliers. Les chercheurs envisagent que dans quelques années, on dispose de suffisamment de comparaisons entre diverses naines brunes pour dessiner une taxonomie chimique plus claire de ces astres, fondée sur la présence ou l'absence de molécules comme la phosphine, la diphosphine ou hydrogénophosphure de carbone. Ces données pourraient aussi aider à expliquer certaines différences dans la signature infrarouge observée. Par exemple, la vigueur relative des raies de méthane ou d'ammoniac. À terme, on obtiendrait une grille de lecture nous apprenant quelles conditions, mélange vertical intense, apports externes en métaux, métallicité initiale faible, sont déterminantes pour la survenue d'une chimie apparemment hors équilibre. Dans le cadre d'objets si peu lumineux, ces informations nous racontent aussi quelque chose sur la diversité des environnements galactiques. Un objet très ancien, situé dans une portion de la galaxie où la teneur en éléments lourds est réduite, peut présenter des particularités difficiles à reproduire dans des systèmes plus jeunes et plus riches en métaux. Ainsi, la détection de la phosphine chez Wolf 830C, rendue possible grâce à la sensibilité exceptionnelle du télescope James Webb, illustre la variété de chemins chimiques que peuvent suivre les atmosphères sous-stellaires. Les prochaines années devraient permettre de renforcer ou d'invalider certaines hypothèses, en consolidant les modèles radiatifs et en multipliant les observations croisées avec d'autres instruments. Comme le précisent plusieurs spécialistes, il reste à déterminer si la phosphine peut apparaître ailleurs dans la galaxie dans des conditions similaires. Ce serait un pas de plus vers une compréhension globale de la façon dont s'élaborent, circulent, puis s'accumulent les molécules réduites dans le vaste éventail de mondes situés entre la planète géante et la plus petite des étoiles. Pour l'heure, Wolf 1130C ouvre un chapitre passionnant, et la curiosité qu'elle suscite prouve que même les astres les plus discrets peuvent parfois recéler des signatures spectaculaires, révélant des mécanismes atmosphériques inattendus ou restés jusque-là inaperçus. Chacune de ces découvertes nous rapproche de la compréhension détaillée de la chimie planétaire et sous-stellaire, et nous rappelle que, malgré nos avancées, l'inventaire des molécules signées par l'univers est encore bien loin d'être complet. Au cœur de notre galaxie, à environ 26 000 années-lumière de notre système solaire, se trouve un environnement extraordinaire où les forces de la gravitation et les processus chimiques se mêlent dans un tourbillon complexe. C'est là, dans cette vaste étendue de gaz, de poussière et de champs magnétiques, que réside Sagittarius A Astéreux, un objet d'une densité extrême dont la masse est estimée à environ 4,3 fois celle du Soleil. Cette appellation, avec l'astérisque, désigne la source radio intense détectée dans la constellation du Sagittaire, identifiée ensuite comme un trou noir supermassif. Il exerce une influence gravitationnelle colossale sur son environnement, attirant la matière dans un disque d'accrétion en perpétuel mouvement. Les températures y dépassent fréquemment plusieurs millions de degrés Celsius, même si, à mesure que l'on s'éloigne de son horizon, ces températures retombent brusquement. Les chercheurs portent une attention particulière à la chimie qui se déroule autour de ce géant, car elle fournit de précieux indices sur la formation et la destruction de multiples espèces moléculaires dans des conditions extrêmes. Juste autour de Sagittarius A Star, on trouve ce que l'on appelle un anneau moléculaire central, comparable à une couronne de gaz et de poussière qui s'étend sur une centaine de parsecs. Un parsec équivaut à environ 3,26 années-lumière. Cet anneau constitue un réservoir gigantesque, au sein duquel s'accumulent des nuages moléculaires denses et massifs. Les molécules y sont nombreuses. On y détecte du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'eau et même des composés plus complexes à base d'hydrocarbures ou d'azote. Par endroits, la densité et la pression sont suffisamment élevées pour déclencher la naissance de nouvelles étoiles. Dans cette zone, Sagittarius B2, parfois abrégé SGR B2, se singularise par sa taille imposante et sa chimie foisonnante. Les instruments modernes y détectent des molécules organiques complexes, c'est-à-dire des molécules plus grandes,
dont certaines pourraient faire partie des briques élémentaires de la vie si elles disposaient d'environnements plus cléments pour évoluer. Les astronomes considèrent donc ces nuages centraux comme un laboratoire moléculaire, où règnent des réactions peu communes, dictées par la gravité du trou noir, les ondes de choc et un flot continu de rayons cosmiques. Lorsque l'on s'approche de la région la plus intérieure, proche de Sagittarius A star, les vitesses orbitales des nuages augmentent, la densité s'élève et les chocs deviennent fréquents. L'énergie libérée lors de ces collisions, ou par les champs magnétiques, peut porter localement la température à plusieurs dizaines de milliers de degrés Celsius. De prime abord, un tel environnement semble défavorable à la survie de toute espèce moléculaire complexe. Pourtant, la dynamique de refroidissement peut aller assez vite dans la zone plus externe, permettant aux molécules de se reconstituer si elles ne sont pas entièrement détruites par le rayonnement. Les chercheurs cherchent donc à retracer le parcours de ces nuages, à identifier les points où la température chute suffisamment pour que de nouvelles réactions se produisent. Ils utilisent pour cela des modèles numériques de chimie hors équilibre, explorant comment pression, vitesses orbitales et irradiation se conjuguent pour façonner un inventaire moléculaire en évolution permanente. Cependant, il ne faut pas se méprendre. Ces processus de création de molécules complexes s'inscrivent dans un contexte où l'imprévisible est la règle. Des francs de choc peuvent surgir brutalement, balayant la poussière et fracturant des composés fraîchement formés. Des éruptions liées à l'activité du trou noir ou l'arrivée de rayons X intenses peuvent ioniser massivement des volumes entiers de gaz. En parallèle, de petites alcôves plus calmes se créent lorsque la configuration du champ magnétique ou la géométrie orbitale protège temporairement un nuage. Dans ces abris, certaines espèces réduites, incluant potentiellement la phosphine, peuvent persister bien plus longtemps qu'on ne l'aurait cru. La question est de savoir si ce phénomène se retrouve dans des contextes analogues aux atmosphères de naines brunes. Les scientifiques élaborent des simulations combinant des données sur les températures de ces objets, leur composition initiale en phosphore ou en carbone, ainsi que le rythme auquel les molécules sont remontées vers des couches supérieures. Ils cherchent ainsi à distinguer des réactions de pur hasard, de mécanismes plus universels, susceptibles d'apparaître dans toute zone où s'équilibre chaleur modérée, peu d'oxydants et un apport suffisant en hydrogène. Par ailleurs, les champs magnétiques colossaux qui règnent au cœur de la galaxie contraignent le mouvement des particules chargées, pouvant ainsi influencer la manière dont certaines molécules s'agencent ou se décomposent. Les astronomes mesurent parfois l'intensité de ces champs à l'aide de la polarisation de la lumière réémise par les grains de poussière. Les simulations numériques indiquent qu'ils peuvent imposer au flux de gaz des trajectoires spiralées, acheminant la matière vers la région centrale ou la repoussant temporairement. Les molécules, elles, profitent de ces allées et venues pour passer d'un secteur plus chaud à un autre plus froid, où elles peuvent se stabiliser un temps. C'est grandement comparable à l'idée d'engrassage vertical dans l'atmosphère de Wolf 1130C, où la phosphine pourrait être apportée depuis des couches profondes jusqu'à des altitudes plus accessibles. Chaque étape du parcours modifie potentiellement la chimie. Un flux d'hydrogène libre allant par exemple favoriser la présence d'espèces réduites, là où un apport en oxygène ferait rapidement évoluer la molécule vers des oxydes. Dans la Voie lactée, nos yeux se tournent souvent vers les bras spiraux, ces structures majestueuses qui se dessinent dans la lumière des étoiles et qui créent l'illusion d'un tourbillon cosmique. Pourtant, bien au-delà de ce simple effet visuel, chaque bras spiral est comparable à une forge stellaire géante, où la matière interstellaire se comprime et se prépare à l'éclosion de nouvelles étoiles. Cette compression provient principalement d'ondes de densité, qui parcourent la galaxie comme des vagues se déplaçant sur un vaste océan sidéral. Au gré de leur passage, elles rassemblent le gaz et la poussière en d'immenses nuages, dominés par l'hydrogène moléculaire et divers composés chimiques. Il s'agit d'un processus graduel, qui peut prendre des millions d'années, mais dont le résultat final est spectaculaire, la formation de véritables pépinières stellaires. Au cœur de ces régions compactées, les températures peuvent être très basses, souvent de l'ordre de -250 degrés Celsius, ce qui facilite la formation de manteaux de glace autour des poussières. Ces glaces sont essentiellement composées de H2O, qui est la formule chimique de l'eau, mais aussi de CO,
appelé monoxyde de carbone, ou encore de CO2, désigné comme dioxyde de carbone. Parfois, on y trouve également du CH3OH, que l'on appelle méthanol. Dans ces environnements froids, la présence de glace confère aux grains de poussière un rôle critique dans l'évolution chimique. À la surface de ces grains, diverses réactions se produisent, favorisées par la proximité des molécules dans la glace, qui peuvent alors s'assembler ou se transformer sous l'effet de l'environnement ambiant. Dans le langage des astrophysiciens, on qualifie souvent ces glaces de réservoirs de molécules organiques complexes, car elles peuvent accumuler des éléments variés au fil du temps. Les molécules organiques complexes, parfois désignées par le terme anglais Complex Organic Molecules, englobent toute une gamme de composés contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et parfois de l'azote. Bien qu'elles n'impliquent pas forcément la présence de vie, elles constituent des briques élémentaires pour la chimie prébiotique, en particulier si elles se trouvent ensuite chauffées ou bombardées par des particules énergétiques. Dans les bras spiraux, où les nuages moléculaires géants peuvent atteindre des millions de masses solaires, ces molécules entrent dans un cycle continu de gel et de sublimation, en fonction des conditions physiques qui y règnent. Lorsque l'un de ces nuages géants commence à se contracter davantage, sous l'influence de sa propre gravité, la température monte lentement. À mesure que cette température grimpe vers des valeurs plus élevées, typiquement quelques dizaines de degrés Celsius en certains endroits, une partie des glaces se sublime, libérant les molécules piégées dans le gaz environnant. C'est dans ces moments cruciaux que l'action du rayonnement ultraviolet, issu principalement des jeunes étoiles voisines, ainsi que des ondes de choc associées aux vents stellaires ou aux supernovae, peut déclencher une cascade de réactions chimiques. Les molécules se combinent, se fragmentent, puis se recombinent, créant ainsi une chimie encore plus riche. De cette manière, la chimie de la phase gazeuse et la chimie de la phase solide sur les grains s'entremêlent pour façonner l'avenir du nuage. Dans un bras spiral typique de la Voie lactée, comme le bras d'Orion ou le bras de Persée, les astronomes observent ces nuages moléculaires géants grâce à différentes méthodes, notamment la radioastronomie et l'étude des émissions infrarouges. Les télescopes au sol et dans l'espace, équipés d'instruments spécialisés, peuvent détecter la signature des composés chimiques présents. Par comparaison, dans des galaxies ou des régions de la galaxie plus pauvres en métaux, le comportement de ces nuages diffère sensiblement. La pauvreté en métaux signifie que des éléments comme le fer, le silicium ou le magnésium, mais aussi des molécules plus complexes, sont moins abondants. Cette différence de composition se répercute sur la capacité des nuages à former des grains de poussière riches en glace, car la chimie initiale y est moins bien fournie en éléments lourds. Un environnement pauvre en métaux peut donc affecter la vitesse à laquelle des molécules comme pH3, que l'on appelle phosphine, se forment ou se détruisent. La phosphine a été détectée en diverses circonstances dans le système solaire, notamment dans l'atmosphère de Jupiter et de Saturne, mais reste relativement rare dans d'autres conditions. Lorsque l'on se rend au voisinage du Grand Nuage de Magellan ou du Petit Nuage de Magellan, situé à quelques 160 000 années-lumière, on constate une composition chimique distincte, avec moins d'éléments lourds disponibles pour la formation de certaines molécules. Cela influence l'opacité, c'est-à-dire la manière dont un nuage absorbe ou bloque la lumière à différentes longueurs d'onde, et donc la façon dont des composés comme la phosphine seront détectables ou non par les télescopes. Le concept d'opacité est essentiel pour comprendre pourquoi certaines molécules sont plus faciles à repérer dans certains milieux. On emploie ce terme pour décrire la capacité d'une substance à interagir avec la lumière ou le rayonnement incident. Quand l'opacité est élevée à une longueur d'onde donnée, l'intensité du signal correspondant est atténuée, voire bloquée. Par conséquent, si l'on veut étudier la présence de composés spécifiques dans des nuages moléculaires, il est judicieux de se pencher sur les longueurs d'onde où l'opacité due à d'autres espèces est faible, offrant ainsi une fenêtre pour voir la signature de telle ou telle molécule. Dans les bras spiraux riches en métaux, la multitude de substances présentes peut engendrer une forte opacité sur certaines raies spectrales, rendant plus difficile la détection de molécules délicates à observer. À l'inverse, dans un contexte où la diversité chimique est moindre, la fenêtre spectrale peut être relativement dégagée. Autrement dit, si certaines espèces chimiques font défaut,
il devient plus évident de repérer la trace d'une molécule en particulier, car ces raies d'absorption ou d'émission ne sont pas noyées dans la forêt de celles d'autres composés. Cette situation pourrait expliquer pourquoi des régions comme le voisinage de certaines sous-naines brunes ou d'environnements analogues dans des galaxies satellites affichent des signatures moléculaires qui passent inaperçues ailleurs. La moindre métallicité induit parfois aussi une chimie hors équilibre, favorisant la survie ou la synthèse de composés qui seraient autrement détruits ou masqués dans un milieu plus chargé en éléments lourds, par exemple dans un bras spiral plus typique de la Voie lactée. Pour identifier ces signatures chimiques, le James Webb Space Telescope, souvent abrégé en JWST, est à l'avant-garde, notamment grâce à sa capacité à observer dans l'infrarouge moyen. Dans cette gamme de longueurs d'onde, de nombreuses molécules laissent des empreintes spécifiques, qu'on appelle des bandes diagnostiques. Une bande diagnostique est une portion du spectre où la molécule absorbe ou émet de manière marquée, ce qui permet de la distinguer clairement. Contrairement au visible, où les transitions électroniques dominent souvent le comportement spectroscopique, l'infrarouge moyen est sensible aux vibrations internes et aux rotations des molécules. Cela ouvre une fenêtre privilégiée sur la chimie qui se déroule dans des environnements plus froids, comme les nuages moléculaires géants et les cocons qui entourent les jeunes étoiles dans les bras spiraux. Prenons un exemple concret. La bande d'absorption produite par la vibration de liaison CO dans certaines molécules organiques complexes. Dans l'infrarouge moyen, on peut observer une baisse précise de l'intensité du signal à la longueur d'onde correspondante à cette vibration. En comparant la profondeur et la forme de cette bande, les scientifiques peuvent ensuite déduire la quantité et éventuellement la température de ces molécules. De même, la présence de pH 3 pourrait se manifester par des raies d'absorption ou d'émission distinctes, encore plus visibles dans un milieu dont l'opacité globale est moins encombrée par d'autres constituants. Des techniques de modélisation détaillées, s'appuyant sur les lois de la physique moléculaire, permettent alors d'extraire la composition chimique d'un nuage ou de l'atmosphère d'un objet, même à des dizaines ou centaines d'années-lumière. Tout l'intérêt de ces observations dans les bras spiraux est qu'elles nous fournissent une vision à la fois globale et détaillée des mécanismes de formation des systèmes planétaires. Les poussières glacées qui y résident sont les mêmes grains qui, en s'agrégeant progressivement, donneront lieu à des disques protoplanétaires autour des jeunes étoiles. Dans ces disques, la chaleur de l'étoile naissante fera progressivement fondre les glaces, libérant des molécules qui participeront à la composition des futures atmosphères planétaires. On comprend mieux, grâce aux relevés successifs du James Webb Space Telescope, comment la disponibilité en éléments lourds, la température et le rayonnement local interagissent pour modeler la chimie finale. De ce fait, l'étude des bras spiraux, en tant que creuset d'éléments volatiles et de glace, est cruciale pour comprendre la variété des exoplanètes que l'on découvre partout dans la galaxie. Au sein de notre Voie lactée, notre région immédiate se caractérise par une vaste cavité de gaz raréfié, souvent appelée la bulle locale. Elle constitue un volume relativement vide et chaud qui entoure le Soleil sur plusieurs dizaines de parsecs, c'est-à-dire plus d'une centaine d'années-lumière tout autour de nous. La densité en gaz et en poussière y est bien plus faible que dans les nuages interstellaires denses de la galaxie. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut se figurer un vaste espace où la matière interstellaire se trouve soufflée et dispersée par de puissantes explosions stellaires survenues il y a quelques millions d'années, les supernovas. Une supernova est une étoile massive qui, en fin de vie, s'effondre sur elle-même dans un gigantesque sursaut de luminosité et d'énergie, émettant des vents de particules ainsi que des ondes de choc supersoniques capables de sculpter l'environnement. Le Soleil se trouve aujourd'hui plongé dans cette zone de densité réduite, entouré de parois plus denses, marque la frontière entre la bulle locale et les milieux où la matière est davantage concentrée. Les vents stellaires, issus en particulier de jeunes étoiles massives, ont également participé à l'entretien de cet espace relativement vide, car ces étoiles émettent en continu un flux de particules énergétiques qui balaient les grains de poussière. Dans cette zone, la température du gaz interstellaire peut atteindre plusieurs milliers de degrés Celsius, ce qui est très élevé par rapport aux nuages moléculaires denses qui, eux, peuvent descendre à des valeurs voisines de moins 260 degrés Celsius.
Néanmoins, même si l'échelle peut sembler saisissante, la bulle locale reste l'un des chapitres de l'évolution d'un environnement galactique bien plus étendu. À l'intérieur de cette vaste cavité, on trouve la ceinture de Gould, un anneau légèrement incliné par rapport au plan galactique et qui abrite de nombreux amas stellaires. La ceinture de Gould est en réalité un arc regroupant plusieurs régions de formation d'étoiles, comme s'il s'agissait d'une zone privilégiée pour la naissance de nouvelles étoiles de masse modérée ou élevée. Cette structure se serait formée après des événements de grande ampleur, peut-être liés à un ensemble de supernovae et de mouvements de compression du gaz interstellaire. Les amas ouverts, eux, sont de petits regroupements d'étoiles formés à partir du même nuage moléculaire. Ils diffèrent des amas globulaires, plutôt vieux et massifs, car les amas ouverts ont tendance à se disperser sur des échelles de temps relativement courtes, de l'ordre de quelques centaines de millions d'années tout au plus. À l'intérieur de ces amas ouverts de la ceinture de Gould, on trouve souvent des étoiles massives, capables d'engendrer des supernovae en fin de parcours. Le résultat de ces explosions, combiné au vent d'étoiles jeunes et chaudes, réinjecte dans le milieu interstellaire des éléments chimiques lourds, qu'on appelle métaux en astrophysique, qui enrichissent la matière environnante et participent à la formation de nouvelles générations d'étoiles et, potentiellement, d'objets sous-stellaires comme les naines brunes. En effet, les supernovae et les vents stellaires ne se contentent pas de souffler. Ils peuvent aussi changer la composition chimique du gaz environnant en y incorporant des atomes de carbone, d'azote, d'oxygène, de fer, de silicium ou d'autres espèces plus rares, contribuant à la complexité de la chimie galactique. Cette retraitance de la poussière et du gaz par les supernovae et les vents stellaires joue un rôle essentiel dans l'équilibre des molécules que l'on peut détecter dans nos parages. En effet, la quantité de poussière, ces petits grains solides faits de silicate ou de carbone, entre autres constituants, détermine en partie le taux de formation et de protection des molécules dans la phase gazeuse. Lorsqu'il existe beaucoup de grains de poussière dans le milieu, ils peuvent servir de surface de réaction où s'assemblent atomes et radicaux, formant de nouvelles molécules. Cela se produit notamment dans les nuages denses qui précèdent parfois la naissance de futures étoiles ou de futurs objets moins massifs comme les naines brunes. En revanche, quand la poussière est dispersée par l'action des vents stellaires et des chocs, les mécanismes de création de molécules complexes peuvent être freinés, tandis que certaines molécules déjà formées peuvent être détruites. Dans la bulle locale, précisément parce qu'elle est chaude et peu dense, la plupart des molécules complexes ont du mal à survivre longtemps. Elles sont plus facilement dissociées par le rayonnement ultraviolet des étoiles voisines, dépourvues de la protection qu'offrent des nuages opaques plus denses et plus froids. Nous vivons ainsi au cœur d'une région un peu extrême, où la chimie a été remodelée et épurée par les restes d'anciennes explosions. Pourtant, il existe à proximité des zones plus propices à la formation et à la survie de molécules. Dans certains filaments plus denses, dans des résidus de nuages moléculaires laissés intacts, ou dans le sillage d'étoiles qui n'ont pas brassé tout le gaz environnant, on sait que la chimie interstellaire peut préserver des molécules. Les astronomes traquent donc, avec des instruments comme le télescope spatial James Webb ou des observatoires au sol, une série de signatures caractéristiques. Par exemple celle de H2O, molécule d'eau, de CH4, molécule de méthane, de NH3, molécule d'ammoniac, de CO, molécule de monoxyde de carbone, de CO2, molécule de dioxyde de carbone, ou encore de PH3, molécule de phosphine. Ces espèces chimiques sont normales dans les atmosphères de planètes géantes gazeuses telles que Jupiter ou Saturne, surtout H2O, CH4, NH3 et PH3. Mais elles sont plus difficiles à dénicher à l'intérieur des naines brunes lorsque celles-ci se situent dans des environnements qui, par leur composition, leur métallicité et leur histoire de formation, ne favorisent pas la mise en évidence de tels composés. Dans un contexte local comme le nôtre, métallicité et champs ultraviolets, souvent abrégés en UV, c'est le rayonnement émis à des longueurs d'onde plus courtes que la lumière visible, auront un fort impact. Plus la quantité de métaux lourds est élevée dans l'atmosphère d'un objet céleste, plus le réservoir chimique est susceptible de générer une grande diversité de molécules. De même, si le rayonnement ultraviolet est intense, il peut casser certains liens moléculaires, dégradant des molécules complexes ou en limitant la présence dans les couches supérieures de l'atmosphère. Enfin, la dynamique de l'astre lui-même, c'est-à-dire ses mouvements internes de convection ou de circulation atmosphérique, peut faire remonter, depuis des profondeurs plus chaudes,
des molécules qui survivent normalement dans des strates plus enfouies. Étant donné ces facteurs, la chasse aux molécules dans les objets froids de notre voisinage revêt une importance particulière pour vérifier dans quelle mesure notre environnement local reflète la chimie générale de la galaxie. Nos géantes liaseuses, comme Jupiter ou Saturne, sont de parfaits laboratoires de référence, puisque nous y avons détecté depuis longtemps de la vapeur d'eau et de la phosphine, pH3, ainsi que du méthane et surtout de l'ammoniac, NH3, qui donne en partie la couleur aux nuages joviens. L'étude des naines brunes situées très près de nous, à quelques dizaines d'années-lumière, complète cette vision en autorisant des comparaisons directes. On peut confronter ce qu'on connaît des géantes du système solaire à ce qu'on observe sur des objets plus massifs que les planètes, mais moins massifs que les étoiles, pour tester la robustesse de nos modèles chimiques. Si l'on détecte bel et bien de la phosphine dans certaines de ces naines brunes, mais pas dans d'autres, cela signifie qu'il existe des processus spécifiques liés à la température, à la composition initiale ou au flux d'ultraviolets et de particules qui favorisent ou brident la formation de pH3. Dans le cas de la bulle locale, l'histoire récente, ponctuée par des supernovae, pourrait avoir insufflé une composition singulière aux gaz disponibles au moment de l'effondrement des nuages qui donne naissance aux naines brunes ou aux exoplanètes voisines, rendant la comparaison encore plus instructive. La présence de bulles creusées par les supernovae dans le voisinage solaire incite également à penser que l'hétérogénéité chimique à petite échelle peut être très marquée. En d'autres termes, on pourrait se représenter des poches de gaz plus riches en certains éléments lourds, issus de la dispersion d'étoiles massives, auxquelles se joignent des poches plus pauvres où ce phénomène n'a pas eu lieu. Les amas ouverts disséminés dans la ceinture de Gould, ou même plus loin dans le disque galactique, attestent de cette diversité. Chacun d'entre eux s'est formé dans des conditions de chimie, de densité et de température légèrement différentes. La conséquence se voit dans la cinétique de synthèse de molécules. Par exemple, un nuage enrichi en métaux lourds fournira, en principe, davantage de grains favorisant la constitution de molécules organiques complexes. Un nuage plus pauvre en métaux, exposé à des rayonnements intenses, aura tendance à mettre en avant des espèces réduites, c'est-à-dire moins oxydées, pour peu que la température reste adaptée. Dans ce type de région, la phosphine, qui est une molécule réduite, pourrait apparaître plus aisément, tandis que des molécules plus oxydées, comme le dioxyde de carbone, se feraient plus rares. L'observation d'une grande variabilité dans les signatures spectroscopiques de telle ou telle naine brune locale retrouve alors un écho direct dans l'histoire récente de la bulle locale et de la ceinture de Gould, façonnée par des explosions anciennes et des vents stellaires. Les astronomes surveillent de près non seulement ces régions, mais aussi les amas ouverts voisins, car l'évolution de ces amas permet de suivre la chronologie de la pollution chimique. Quand on dit pollution chimique, on se réfère, en astrophysique, à l'ajout d'éléments plus lourds que l'hélium dans le gaz interstellaire. Avant l'existence des premières étoiles massives, l'univers primitif était majoritairement constitué d'hydrogène et d'hélium. Puis, par fusion nucléaire, les cœurs stellaires ont forgé des noyaux de plus en plus massifs qu'ils ont rejetés dans l'espace lors de supernovae. Les amas ouverts abritent souvent des étoiles qui vont y contribuer aussi, même si beaucoup de ces amas n'ont pas d'étoiles assez massives pour exploser en supernova. Les vents d'étoiles de type Wolf-Rayet, par exemple, peuvent tout de même disperser une partie des éléments lourds produits dans leur couche externe. À mesure que l'amas évolue, l'enrichissement en métaux se répercute alentour. On peut alors avoir fluctuations dans les abondances chimiques, se traduisant par un potentiel plus ou moins grand à former certains types de molécules dans tel ou tel pan de la bulle locale. Parfois, il suffit d'un changement local de température de quelques centaines de degrés Celsius ou d'une impulsion de rayons ultraviolets pour faire la différence entre la création ou la destruction de molécules sensibles comme la phosphine ou l'ammoniac. Cette complexité, observée à des échelles de quelques dizaines ou centaines d'années-lumière, rappelle à quel point notre environnement proche est un prototype miniature de la galaxie. À plus grande échelle, d'autres bulles plus ou moins anciennes se sont formées et se superposent parfois. Des chercheurs estiment même que la bulle locale n'est peut-être pas la seule trace d'explosion. Elle peut s'emboîter avec d'autres cavités similaires, formant un réseau où la densité de gaz varie énormément, déclenchant ça et là la contraction gravitationnelle de poches isolées. Ces poches, si elles passent sous un certain seuil de température,
parfois autour de moins 260 degrés Celsius pour un nuage vraiment dense et froid, commencent à former intensément des molécules, sont protégées du rayonnement ultraviolet et constituent à terme de nouvelles générations d'étoiles ou de naines brunes. Ainsi, la bulle locale, la ceinture de Gould et les amas ouverts qui maillent la région participent à un cycle perpétuel où la matière, expulsée brutalement par certains astres, finit par s'agréger de nouveau dans d'autres. Pour traquer la phosphine, les chercheurs s'appuient sur des techniques de spectroscopie infrarouge ou submillimétrique, selon la gamme de fréquences la plus favorable pour distinguer les raies d'absorption ou d'émission de cette molécule. La phosphine peut subsister là où la température reste modérée, où la pression n'est pas trop écrasante et où l'hydrogène domine chimiquement. Elle est relativement fragile face à un flot intense de rayonnement ultraviolet. Lorsque les astronomes constatent une abondance élevée de phosphine dans un objet situé dans la bulle locale ou dans la ceinture de Gould, ils prospectent aussitôt pour expliquer pourquoi cette région-là a permis à la molécule de se maintenir. Ils suspectent souvent des circulations internes, capables d'acheminer de la phosphine depuis des couches profondes, mais aussi un environnement géochimique initialement enrichi en phosphore par d'anciennes explosions d'étoiles massives qui auraient légué leur signature à la matière ambiante. On retrouve le même genre de défi avec d'autres espèces, comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone, qui jouent un rôle crucial dans l'opacité atmosphérique et la régulation de la température. Leur simple présence ou leur absence devient une clé de lecture pour comprendre les processus physiques et la chronologie des événements de ces systèmes. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne du plan principal de notre galaxie, qui constitue la région dite du disque mince, on découvre un empilement de structures stellaires et de gaz dont la densité et la composition chimique varient progressivement avec l'altitude et la distance radiale. Lorsque les astronomes parlent de métallicité, ils font référence à la proportion des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium contenus dans les étoiles et dans les nuages. Avec le temps, les générations successives d'étoiles produisent et dispersent ces éléments lourds, issus de réactions de fusion nucléaire et d'explosions stellaires dans le milieu interstellaire. Cela se traduit par un gradient. Plus on s'approche du centre galactique, plus on observe des populations stellaires riches en métaux, tandis que les zones périphériques ou surplombant le disque affichent une abondance plus faible en éléments lourds. Cette variation de la composition influe directement sur la chimie des gaz et la façon dont les molécules se forment ou se détruisent. De plus, la présence de grains de poussière, composés en partie de silicium, d'oxygène, de carbone et parfois de métaux plus exotiques, façonne l'opacité des atmosphères et des nuages. L'opacité représente la capacité d'un milieu à bloquer ou atténuer le rayonnement, ce qui, pour un objet donné, modifie le spectre que nous enregistrons et rend parfois certaines signatures moléculaires plus difficiles à repérer. Dans la zone du disque mince, relativement jeune et dotée d'une métallicité plus élevée, de nombreuses molécules complexes se manifestent, y compris celles qui reposent sur une abondance notable d'éléments comme le carbone, le soufre ou le phosphore. Au-dessus de ce disque mince, on trouve le disque épais, qui correspond à une population d'étoiles plus anciennes, formées il y a plusieurs milliards d'années, à une époque où la galaxie n'avait pas encore accumulé autant d'éléments lourds issus de la synthèse stellaire. Dans cette région, la métallicité moyenne se révèle inférieure à celle du disque mince, ce qui influence la couleur et la luminosité des étoiles, mais aussi la chimie du gaz résiduel environnant. En effet, une plus faible quantité de métaux implique que les réactions moléculaires, qui dépendent d'éléments spécifiques jouant le rôle de catalyseur ou de réactif, ne suivent pas les mêmes voies que dans un milieu plus enrichi. Cela vaut notamment pour la formation d'espèces réduites, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'atome central est entouré principalement par des hydrogènes, comme la phosphine, anhydrure de phosphore. Là où la teneur en métaux est réduite, certaines étapes chimiques s'avèrent plus efficaces, parce que la compétition avec d'autres molécules oxydées est moindre. Par ailleurs, le disque épais est rarement le théâtre d'une intense formation stellaire actuelle, ce qui veut dire que le rayonnement ultraviolet est moins intense qu'au sein des régions les plus actives du disque mince. Un tel environnement a tendance à ralentir la photodissociation de molécules fragiles et à favoriser la persistance de composés capables de survivre plus longtemps dans des conditions de moindre agressivité. Ainsi,
La chimie y prend un chemin particulier, créant un panel de signatures spectrales que l'on ne retrouve pas toujours au cœur du disque mince ou dans les zones de forte activité de formation d'étoiles. En s'aventurant plus loin encore, on quitte progressivement les régions denses pour atteindre des zones peuplées d'étoiles encore plus anciennes, caractérisées par des excentricités orbitales plus marquées et un mélange dynamique complexe. C'est le halo galactique. Celui-ci entoure le disque sur de larges distances et forme une sphère allongée, habitée par des astres dont la plus grande partie s'est formée à une époque où l'univers était lui-même peu enrichi en éléments lourds. Les amas globulaires, par exemple, sont des rassemblements d'étoiles presque aussi vieux que la galaxie elle-même. Leurs membres affichent souvent une métallicité extrêmement basse, ce qui se reflète dans une chimie plus restreinte et parfois inattendue. On parle alors de sous-mènes, un terme utilisé pour désigner des étoiles ou des objets sous-stellaires dont la brillance est moindre que celle d'une naine usuelle, précisément à cause de leur faible abondance en métaux et de leur âge avancé. Dans ce contexte, l'étude d'un objet comme Wolf 1130, qui se trouve dans un système ancien et pauvre en métaux, prend tout son sens. Les conditions atmosphériques qui y règnent, combinées à la rareté d'éléments comme le carbone ou l'oxygène, ouvrent potentiellement des fenêtres spectrales à travers lesquelles on peut distinguer plus clairement des composés réduits. La présence de phosphine, gaz hydrogéné, détecté dans son atmosphère, n'en est qu'un exemple marquant, suggérant que lorsque la chimie n'est pas dominée par l'abondance de molécules fortement oxydées, certains composés habituellement masqués peuvent s'exprimer de façon plus flagrante dans le spectre infrarouge. Pour comprendre pourquoi la métallicité influence autant la formation et la détection de certaines molécules, il faut considérer le rôle multiple que jouent les grains de poussière et les éléments lourds. Les grains de poussière agissent comme de véritables plateformes où peuvent se dérouler des réactions chimiques plus complexes. Des particules chargées, des atomes et des molécules s'accumulent à leur surface et peuvent y réagir pour former des composés plus élaborés. Dans un milieu pauvre en métaux, la densité de ces grains est généralement plus faible, ce qui peut parfois limiter la complexité chimique. Cependant, l'absence relative de molécules concurrentes, comme le dioxyde de carbone ou le monoxyde de carbone, peut laisser plus de latitude à la formation d'espèces s'appuyant sur le phosphore, l'hydrogène ou d'autres atomes moins disponibles. Par ailleurs, la hauteur au-dessus du plan galactique joue aussi un rôle dans l'exposition de ces milieux au rayonnement ionisant provenant du disque ou même de l'extérieur de la galaxie. À des distances plus élevées, le gaz se retrouve dilué et le rayonnement ultraviolet peut être moins intensément bloqué par la poussière. Cet équilibre subtil entre densité, flux de particules énergétiques et composition chimique façonne la palette de molécules que les astronomes finissent par repérer lorsqu'ils pointent leurs télescopes infrarouges ou submillimétriques vers ces régions. Ainsi, un environnement de halo, bien que moins dense, peut parfois révéler des signatures spectrales de composés qui demeurent masqués dans des régions plus riches en poussière et en métaux. Au tout dernier seuil de notre galaxie, là où les bras spiraux s'effilochent, s'étend la couronne circumgalactique, parfois dite CGM, vaste halo de gaz et de plasma au-delà du disque visible. Loin d'être un vide, c'est un réservoir de matière chaude ou tiède, pouvant atteindre plusieurs millions de degrés Celsius. Certaines parties sont plus tempérées, mais globalement, il s'agit d'un milieu où les molécules complexes peinent à subsister. Cette couronne influe sur le cycle baryonique, c'est-à-dire la circulation de la matière dans la galaxie. Par son intermédiaire, le gaz frais nécessaire à la formation de nouvelles étoiles parvient jusqu'au disque, tandis que les vents stellaires et supernovas réinjectent de la matière vers l'extérieur. Ainsi, la couronne circumgalactique agit comme une zone tampon, un espace de transit où les ingrédients cosmiques se rencontrent, s'échangent ou se dispersent au fil du temps. Lorsque l'on parcourt les régions périphériques de la galaxie, on constate que la couronne circumgalactique n'est pas un globe uniforme. Elle subit l'influence du warp et du flaring, qui plient et élargissent progressivement le disque. Le warp désigne un pli du plan galactique, induit par des interactions gravitationnelles ou des résonances dynamiques accumulées au fil des âges. Le flaring, lui, correspond à l'épaississement du disque en s'éloignant du centre. Ces effets se répercutent jusqu'à la couronne, où les flux de gaz sont parfois déviés,
favorisant parfois des recombinaisons chimiques insolites. Ainsi, certaines régions peuvent s'enrichir ou se vider, selon la température, la pression et la présence d'éléments aidant les liaisons moléculaires. Aux confins de la même région, on trouve l'anneau de Monocéros, large ruban d'étoiles qui ceint la Voie lactée. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le vestige d'une galaxie naine absorbée il y a plusieurs milliards d'années, ou l'effet de déformations internes du disque. Même s'il demeure difficile à discerner depuis notre position, cet anneau perturbe la distribution de la masse, donc la gravité. De légers transferts de gaz peuvent se produire, modifiant la chimie locale lorsqu'atomes et ions franchissent des zones plus ou moins denses. Par là, des molécules peuvent apparaître ou disparaître au gré des conditions de température et de pression, dessinant un paysage chimique en évolution permanente. L'anneau de Monocéros, associé au warp et au flaring, révèle combien la périphérie galactique est loin d'être figée. À mesure que nous braquons nos instruments vers ses limites, nous observons des gradients de vitesse, des fluctuations de densité et des signatures spectrales subtiles. Autant de preuves suggérant que la couronne circumgalactique est sans cesse remodelée par les ondes et les déformations du disque, pour le meilleur ou pour le pire, en ce qui concerne la survie des liaisons chimiques. Ces recombinaisons influent sur la teneur en monoxyde de carbone, en molécules dihydrogène ou autres composés, précaires sous de fortes températures. Il suffit d'une fluctuation pour remettre en cause leur stabilité.